ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Vous avez été nombreux à demander une seconde émission avec le docteur Catherine Vuala. Eh bien, c'est chose faite puisqu'aujourd'hui nous allons continuer à ouvrir nos connaissances au sujet des maladies auto-immunes et discuter de la diététique adaptée à ces pathologies. Docteur Vuala, vous êtes médecin rhumatologue, vous pratiquez en médecine fonctionnelle et également en médecine naturelle telle que la médecine chinoise et la phytothérapie clinique. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée à Genève et cofondatrice de l'école de médecine chinoise et vietnamienne Hoa Tien Giong. Vous êtes, pour finir, vice-présidente de l'Institut européen de médecine naturelle et complémentaire. Bonjour, docteur Vuala. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune ? Alors, une maladie auto-immune est une situation où le système immunitaire se trompe de cible. Normalement, le système immunitaire est là pour nous défendre, c'est-à-dire attaquer les virus, les bactéries, les cellules anormales. Et pour ce faire, il a une capacité particulière qui est celle de pouvoir faire la différence entre le soi et le non-soi. C'est ce qu'on appelle la tolérance auto-immune, enfin la tolérance immunitaire. Donc, il est capable en fait de ne pas attaquer ses propres tissus. Et dans les maladies auto-immunes, il perd cette capacité. C'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. Donc il attaque ses propres cellules. C'est ça. Donc il va se mettre... il va y avoir une hyperactivité du système immunitaire avec surtout deux mécanismes, la fabrication d'auto-anticorps qui vont créer des dégâts au niveau d'un tissu ou de plusieurs tissus et de l'inflammation. Alors l'inflammation est une réaction normale de l'organisme pour attirer des cellules, pour réparer et puis lutter contre les désordres. Mais dans ce cas, l'inflammation dépasse son but et persiste alors qu'il n'y a pas d'ennemi extérieur. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de maladies auto-immunes ? Alors oui, il y a des maladies auto-immunes qui sont plus spécifiques d'organes, comme les thyroïdites auto-immunes. Il y a le Hashimoto qui est plutôt une hypothyroïdie et la maladie de Basedow qui est plutôt l'inverse, c'est-à-dire une hyperactivité de la glande. Il y a des maladies auto-immunes qui ciblent le pancréas, comme certains diabètes de type 1, les diabètes auto-immuns. Il y en a qui ciblent la peau, comme le vitiligo, le foie, comme les cholangites, les hépatites auto-immunes. Et puis, il y a des maladies de système qui vont entraîner l'atteinte de plusieurs types d'organes, comme les polyarthrites rhumatoïdes, qui ciblent les articulations, qui détruisent les articulations, mais aussi qui peuvent avoir des effets sur de nombreux autres organes. La sclérodermie, qui touche la peau, mais aussi éventuellement les articulations. La sclérose en plaques. Les lupus. Le psoriasis. Comment traite-t-on ces maladies auto-immunes en médecine classique ? Alors la vision de la médecine classique est plutôt une vision de lutte contre la maladie où on va se servir de médicaments qui sont des antibiotiques contre les infections, anti-inflammatoires contre les inflammations, anti-hypertenseurs contre l'hypertension, etc. Et dans les maladies auto-immunes, on va se servir de sortes d'anti-immunités qui sont des immunomodulateurs qui vont ralentir le système immunitaire. Donc ils vont descendre le système immunitaire pour qu'il soit moins combatif. C'est ça. Donc en fait, effectivement, il va y avoir une efficacité pour diminuer les anticorps qui attaquent les tissus. Donc des fois, ces médicaments sont indispensables quand les patients sont extrêmement en souffrance parce que ça va ralentir l'attaque immunitaire et les dégâts sur les tissus. Mais le problème, c'est qu'ils ne ralentissent pas que l'auto-immunité. Ils agissent aussi sur les défenses de l'organisme. Donc, il peut y avoir comme effet secondaire des infections, voire même des cancers. Et le problème, surtout, de ces traitements, c'est qu'ils ne s'attaquent pas à la cause du dérèglement de l'auto-immunité, parce qu'il y a des causes, il y en a plusieurs. Et donc, finalement, ça ne marche pas forcément bien. Des fois, ça marche très bien, mais d'autres fois, les patients gardent beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes. Vous voulez dire que c'est multifactoriel. Donc, si la maladie n'était pas un ennemi à combattre réellement, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre progressif de l'organisme, comment peut-on alors retrouver la santé en corrigeant ces déséquilibres ?
Alors, ce que vous décrivez là, Gilles, c'est plus la vision de la médecine intégrative, où on va essayer de prendre en charge le patient dans sa globalité et repérer quels sont les déséquilibres qui ont conduit à ces maladies. Le vivant a la propriété de se réparer, de se régénérer, et des fois, il a besoin qu'on optimise ses ressources pour cela. Et quand on le fait, la maladie va s'estomper, voire disparaître. Et quels sont ces déséquilibres ? Alors, ils sont très nombreux. On n'a pas une seule cause. Les déséquilibres majeurs, par exemple. Voilà. Donc, on retrouve beaucoup de déséquilibres au niveau de la manière de se nourrir, qui vont entraîner des carences, des toxicités, des hyperperméabilités intestinales. Des carences en quoi, par exemple ? On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien. L'hyperperméabilité intestinale, des malabsorptions digestives. Ensuite, le stress joue un rôle, les émotions, les changements de vie majeurs, le sommeil, la sédentarité. Et puis, il y a aussi un autre facteur très important, c'est les portages infectieux chroniques à bas bruit. Qu'est-ce donc ? Alors, quand le corps a présenté une infection il y a longtemps, il a fabriqué des anticorps, mais cette charge anticorps est trop importante. En fait, le système immunitaire continue à être stimulé par une charge infectieuse à bas bruit, qui n'est pas une infection active, mais qui continue à déséquilibrer le système immunitaire. Comme l'Epstein-Barr virus, par exemple. Voilà, le cytomégalovirus. Il y a aussi des bactéries qui peuvent avoir cet effet-là. Et donc, en fait, c'est en agissant sur tous ces facteurs qu'on va petit à petit permettre à l'organisme de se rééquilibrer. Alors, j'ai oublié de citer un autre paramètre qui est très important, c'est les troubles du métabolisme et les dérèglements hormonaux. Donc, finalement, le mode de vie, on voit que le système immunitaire est très lié à tout le mode de vie, le sommeil, l'alimentation, etc. Et donc, on peut arriver à agir en corrigeant certains éléments du mode de vie. Et l'activité physique, j'imagine aussi. Voilà. Parce que le mode de vie englobe non seulement la façon dont on mange, dont on pense, mais comment on se dépense, comment on s'utilise au quotidien, notre sommeil, etc. Merci Dr Viola pour toutes ces explications. Pour l'heure, nous retrouvons la chronique du docteur Jean-Christophe Charrier, expert en phytothérapie clinique. Bonjour docteur Jean-Christophe Charrier. Dans le cadre des maladies auto-immunes, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme type de plante pour aider dans ces pathologies ? Bonjour à tous les auditeurs. Je proposerai pour les maladies auto-immunes des plantes qui sont immunorégulatrices et non pas immunosuppresseurs. D'accord. Et on a deux plantes majeures qui sont la cosse de haricot et le troène. Expliquez-nous. Alors la cosse de haricot qu'on appelle Phaseolus vulgaris. J'adore les noms latins. Est une plante commune qu'on va donc vulgaire au sens botanique. Qu'on va consommer dans notre alimentation. Alors, en alimentation, on n'en consomme pas suffisamment en quantité pour être efficace. Donc, on va l'utiliser en teinture mère. D'accord. Et on pourra l'utiliser pour moduler beaucoup les maladies auto-immunes liées à la thyroïde. Ça marche très très bien dans ce cadre-là. Très bien. Voilà. Et vous avez une deuxième plante à nous conseiller ? La deuxième, c'est un arbre, c'est le troène. Oui. Donc, je viens de le perdre. Ligustrum vulgare. Voilà, donc celui-là, c'est un vulgaire aussi. Le troène est un arbre qu'on va utiliser sous la forme de ses bourgeons. Et on l'utilisera beaucoup plus dans les maladies auto-immunes digestives, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Eh oui, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un tour sur la posologie, c'est-à-dire le mode d'administration, s'il vous plaît ? Alors pour les teintures mères, on peut être facilement de 25 gouttes 3 fois par jour en moyenne. Et pour la gémothérapie, donc le ligustrum, si on est en macérat mère, on sera à 5 gouttes 2 à 3 fois par jour. Et si on est en macérat dilué D1, on sera à 50 gouttes 3 fois par jour. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations fort utiles. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur impi.fr et pour l'heure, nous revenons avec le docteur Catherine Viola. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Cher docteur Viola, vous évoquiez à l'instant certains déséquilibres. Quels seraient pour vous les plus importants à évoquer ?
Alors, en fait, il n'y en a pas de plus important. Ça dépend vraiment des patients. C'est-à-dire qu'on doit chercher, pour une personne donnée, quels sont les déclencheurs de la maladie auto-immune. Et ça varie énormément. Mais ensuite, pour agir sur ces déclencheurs, il y a globalement 2 leviers là qui, par contre, se dégagent des autres. L'exercice physique. Mais le problème, c'est que les gens atteints d'une maladie auto-immune ont souvent du mal à pouvoir s'entraîner parce que soit ils ont des douleurs, soit leurs articulations sont pas en bon état. C'est pour ça que je privilégie l'alimentation. En tout cas, on peut parler de l'alimentation aujourd'hui sans exclure l'activité physique qui est normalement le pilier numéro 1, mais c'est vrai qu'il faudrait un cadre particulier pour en discuter parce que là, on est plus dans la préparation sportive ou la possibilité des personnes qui ont quand même un petit handicap qui souffrent de maladies auto-immunes et qui peuvent pas trop bouger. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on va plutôt aujourd'hui évoquer la nutrition. Voilà. Donc l'alimentation est vraiment un levier et dans le cadre des maladies auto-immunes, on va chercher à mettre le corps dans des conditions de réparation. Donc il y a 2 paramètres qui sont très importants. Le premier, c'est faire baisser l'inflammation et le deuxième, c'est augmenter l'apport de matériaux pour que le corps puisse se réparer. Donc diminuer l'inflammation par l'alimentation, il faut diminuer les apports de glucides. Alors, il faut savoir que alors voilà, donc c'est riz, pain, pâtes, céréales, pommes de terre, féculents, légumineuses, fruits. Donc c'est beaucoup de choses. Et le sucre, c'est pas que le goût sucré. Tous les amidons, donc le pain, les pâtes, le riz, se terminent en sucre dans les intestins. Donc, une alimentation occidentale classique apporte entre jusqu'à 200-300 grammes de glucides par jour, et ce qui est souvent beaucoup trop par rapport au métabolisme des patients. Alors ça dépend vraiment des gens, et on a des paramètres pour l'évaluer au niveau de l'examen clinique, l'interrogatoire, la prise de sang, etc. Bien sûr. Et donc on va devoir baisser l'apport glucidique en dessous de 100 grammes, en général entre 50 et 100 grammes, ou bien faire carrément ce qu'on appelle une alimentation cétogène où on baisse l'apport glucidique en dessous de 15-30 grammes par jour. Voilà. Donc l'avantage de l'alimentation cétogène, c'est qu'à ce moment-là, le corps va basculer sur comme carburant sur l'utilisation du gras. Les produits de la dégradation du gras sont beaucoup plus propre pour les cellules, beaucoup plus utile. C'est un carburant plus utile et plus performant qui permet de mieux réparer les organes. Le rein, le cerveau, le cœur, le muscle et les articulations préfèrent se nourrir de cétone que de sucre. D'accord. Et ensuite, il va falloir, comme je disais, augmenter l'apport de matériaux. Donc, notamment, notre corps est structuré par des protéines. Tous nos organes, ce sont des protéines, nos os, nos cartilages. Donc, il va falloir avoir un apport conséquent en protéines et plutôt des protéines animales. Alors ça, c'est le grand débat, justement. Protéines animales, vs protéines végétales. Ce sont des combats de diététique à non plus finir. Mais là, je précise qu'on est dans le cadre de maladies auto-immunes. Voilà, donc dans le cadre de maladies auto-immunes, c'est vraiment des protéines animales qu'il faut favoriser. Alors pourquoi ? Parce que les protéines végétales ne sont pas des protéines de structure. La structure du végétal, c'est l'eau qui permet, qui donne un effet de turgescence, qui donne le croquant de vos légumes, et un sucre, un glucide qui est la cellulose. Mais il y a moins de 1% de protéines qui participent à la structure du végétal. 99% des protéines du végétal sont des outils, des armes chimiques pour le végétal pour qu'il puisse se défendre, parce que le végétal n'a pas des petites pattes pour pouvoir échapper aux prédateurs. Donc il se défend des petits insectes qui viennent le grignoter par des armes chimiques. Et dans l'imaginaire, en fait, le végétal est plutôt considéré comme une source de paix, de tranquillité, d'amis éternels. Mais en fait, vous êtes en train de dire que quand même, le végétal est sauvage, donc il a des fonctions de défense optimum. Exactement. Et en plus, les protéines... donc en fait, c'est des outils, c'est-à-dire que si vous voulez faire un mur, donc nos organes, c'est ça, on a besoin de protéines de structure. On peut comparer ça à un mur solide qu'on va faire avec des pierres, mais là, si on utilise des protéines végétales, c'est plus comme si on empilait des outils, en fait. Donc ça n'a pas du tout la même valeur, parce que il faut comprendre que, d'accord, la protéine, elle va être décomposée dans nos intestins en des briques élémentaires qui sont des acides aminés.
aminés, mais souvent c'est pas complètement décomposé, donc il reste quand même ce qu'on appelle des dipeptides ou tripeptides, c'est-à-dire des ensembles de 2 ou 3 acides aminés qui gardent une certaine structure, et il faut savoir que la structure véhicule la fonction, c'est-à-dire qu'en fait, une protéine, il faut comprendre que c'est une succession d'acides aminés qui sont les briques élémentaires, mais ensuite il y a ce qu'on appelle une structure secondaire, c'est-à-dire que ça s'enroule en hélice. C'est sa forme. Voilà, ça forme ou bien ça se replie comme un origami. D'accord. Donc ça, c'est la structure secondaire. Et ensuite, cette structure secondaire se replie comme des pelotes de laine, c'est la structure tertiaire. Et après, vous pouvez avoir des associations de pelotes de laine, c'est la structure quaternaire. Alors, si je comprends, il y a la structure des acides aminés entre elles, mais il y a aussi la façon dont elles sont dans l'espace qui est importante. Exactement. Et c'est pas la même chose dans le règne végétal que dans le règne animal. Exactement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'une protéine végétale n'a pas la même valeur qu'une protéine animale. Entre autres, après il y a aussi la biodisponibilité qui est différente. Il y a beaucoup de facteurs qui font que finalement c'est différent. Et donc dans les maladies auto-immunes où on a vraiment besoin d'amener des matériaux efficaces, on va privilégier les protéines animales. Le même acide aminé avec le même nom dans le règne végétal n'est pas du tout structuré de la même manière avec le même nom, le même acide aminé, dans le règne animal. C'est bien ça que je comprends. On peut comparer ça à une note, par exemple, une leucine de pois chiche et une leucine de cochon. Oui. On pourrait comparer ça à une note de violon et une note de clarinette, un la, par exemple. Donc bien sûr, c'est le même la, mais dans un orchestre, ça fait pas le même effet. Donc il y a quand même une différence de structure importante. Donc voilà pour les protéines. Le deuxième élément à amener qui est très réparateur pour les tissus, c'est les graisses. Les graisses sont extrêmement importantes et dans des alimentations très végétales, elles ont tendance à être très pauvres en graisses qui constituent toutes les membranes cellulaires. Qu'on nous a interdit pendant des années. Voilà, les graisses ont été extrêmement diabolisées aux dépens des glucides et finalement, on se rend compte maintenant au bout de 50 ans de pratiquer les recommandations nutritionnelles classiques avec 55% de glucides que c'est pas du tout ce qui est souhaitable pour la santé. Il faut vraiment réintroduire les graisses parce que c'est aussi toute la structure du système nerveux, les graisses. Donc ça, c'est très important. Quand on met les patients en alimentation cétogène, eh bien, on augmente la quantité de protéines et la quantité de graisse. Donc ça, c'est très bénéfique. Ensuite, il faut amener suffisamment de vitamines aussi. Encore une fois, le problème du végétal est que les vitamines ne sont pas sous la bonne forme. Par exemple, la vitamine A est sous forme de bêta-carotène, alors que l'humain, on a besoin de rétinol. La B1 est sous forme de thiamine, alors qu'on a besoin de thiamine pyrophosphate. La B6, c'est la pyridoxine chez les végétaux. Nous, on a besoin de pyridoxalphosphate. Et ainsi de suite. La vitamine D et la D2 chez les végétaux, on a besoin de D3. Donc, il y a besoin, en fait, de coenzymes à chaque fois, qui sont des protéines pour transformer. Donc, chez des personnes qui ont des maladies auto-immunes qui sont souvent carencées en protéines, elles ne vont pas pouvoir faire ces transformations. Donc encore une fois, on privilégie les apports animaux pour avoir les vitamines directement dans la bonne forme. Et ensuite, ce qu'il faut amener aussi, c'est les minéraux. Alors ça va se faire plutôt par des supplémentations, notamment avec du plasma marin qui amène beaucoup d'oligo-éléments, minéraux, etc. Et là, on a encore aussi des problèmes avec les légumes qui souvent sont pleins d'antinutriments qui vont bloquer en fait nos enzymes digestives et nous empêcher d'assimiler. Par exemple, les tanins diminuent les absorptions de minéraux. Il y a aussi donc des anti-protéases, anti-amylases qui viennent donc inhiber le travail de nos enzymes digestives et nous diminuer l'assimilation même du reste du bol alimentaire. Donc des fois, on va aller vers des alimentation de plus en plus carnée dans les maladies auto-immunes et c'est là où on a les meilleurs résultats. Oui, parce que ça va quand même à l'inverse de ce qu'on nous a prôné pendant des années, pas de graisse et surtout pas de viande. La viande a été diabolisée. Vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Oui, alors la viande a été beaucoup diabolisée. On a invoqué des augmentations des cancers colorectaux, par exemple, maladies cardiovasculaires, problèmes rénaux. Donc en fait, on se rend compte que les études sont surtout des études nutritionnelles observationnelles, rétrospectives, qui ne sont pas de bonne qualité et qui multiplient les biais confondants parce que souvent les gens qui consomment de la viande, ils ont des alimentations hyper caloriques, hyper glucidiques. Donc, est-ce que le problème tient plus à la consommation de viande ou à la consommation des glucides qui l'accompagnent ou bien les viandes sont cuites avec des huiles qui sont oxydables, riches en oméga 6, tout ce qui est huile végétale liquide. Maintenant, on sait que ça, c'est très mauvais au
au niveau cardiovasculaire. Souvent, ça peut être aussi la qualité de la viande qui est pas bonne, hein, plutôt du fast-food ou du burger industriel versus du steak ou encore mieux de la viande nourrie à l'herbe. Donc il y a beaucoup de biais confondants et par rapport au problème sur les soi-disant sur le rein, eh ben en fait il n'y a pas de problème du tout sur le rein. On se sert même de l'alimentation carnivore pour soigner certaines néphropathies auto-immunes parce que il y a une confusion en fait d'interprétation, c'est-à-dire que la viande amène beaucoup de créatine et lorsqu'on métabolise la viande, ça peut faire augmenter la créatinine qui est aussi un marqueur d'insuffisance rénale. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une dégradation des reins, forcément, quand la créatinine augmente, s'il y a plus d'apport de viande. Donc, dans ce cas, on se sert d'un autre marqueur pour évaluer l'insuffisance rénale, qui est la cystatine C. Et on voit très bien que même si la viande fait monter un petit peu la créatinine, elle ne dégrade pas du tout le rein. Donc, merci, docteur Vuala. Je suis désolé de vous interrompre, mais on peut vous retrouver très facilement sur le site irmfa.com. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.